Voilà, nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième transition qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est la transition démographique avec un sujet sous-jacent, bien entendu, l'emploi, le recrutement et la formation. J'appelle Gérard-François Dumont. Bienvenue. Installez-vous au milieu. Gérard-François Dumont, vous êtes professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, vous présidez la revue Population et Avenir. D'ailleurs, je vous ai vu un petit peu sourciller lorsque j'ai prononcé le mot transition démographique. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas? Oui, effectivement, parce qu'en démographie, la transition démographique correspond à une définition extrêmement précise, oui, qui est la période historique pendant laquelle les progrès sont considérables en matière pharmaceutique, en matière médicale, en matière hygiénique, ce qui permet d'abaisser considérablement la mortalité, et ensuite baisse la natalité également. Et donc c'est cette période historique qu'on appelle la transition démographique. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, médiatiquement, le mot transition, c'est un peu un mot valise. On l'utilise beaucoup, c'est vrai. Alors qu'il suffit de dire qu'aujourd'hui, on est en transition entre hier et demain. Bon, c'est pas faux. Donc ce mot valise, il ne correspond pas, à mon avis, il n'apporte pas une connaissance des réalités. Bon, j'aurais eu tendance, si je voulais un peu forcer le trait, à titrer cette partie de cette magnifique enquête, d'ailleurs, dont je félicite à la fois les initiateurs et les réalisateurs, à dire le vieillissement et la dévitalisation, puisque ce sont effectivement ces deux processus que connaissent aujourd'hui les populations dans, en fait, 4 des 5 continents. Seule l'Afrique est une exception. Aujourd'hui, on l'oublie beaucoup. Également en Asie, en Amérique latine, partout. Pour la natalité de l'Afrique. On est dans l'hiver démographique. Alors le problème qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc l'ajustement entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. C'est ça le nœud du problème. Alors en fait, il est certain qu'on est obligé de constater quand même une inadéquation entre les offres d'emploi en général et puis ce qu'il y a en face et qui devrait les satisfaire, c'est-à-dire la population active. Et pour moi, ça me fait penser tout simplement à la question de la main et du gant. La main et le gant, c'est-à-dire. Donc la main, ce sont les offres d'emploi, oui. Et le gant, c'est la population active qui devrait satisfaire ces offres d'emploi. Malheureusement, on est bien obligé de constater que le gant n'est pas adapté à la main. Et que finalement, il est trop court pour un certain nombre de doigts, et donc ça pose un problème d'inadéquation en matière d'emploi. Alors j'aime bien votre métaphore avec la main, parce que dans la main, si je ne me trompe pas, il y a 5 doigts, et vous avez justement 5 points à nous exposer. Alors on va commencer par le premier point, le manque de candidats. On voit dans l'enquête BVA, on voit que 7 entreprises sur 10 ont des difficultés à recruter, et cela va s'accentuer? Alors d'abord, ces difficultés, elles sont quand même un problème aujourd'hui structurel de la France. La particularité de la France, comme on le sait, c'est d'avoir un taux d'emploi normal pour le milieu de la population active, donc en gros, si vous voulez, les 35 ans, 50 ans, un taux d'emploi faible pour les seniors et surtout un taux d'emploi faible pour les jeunes. Pour bien comprendre cette spécificité de la faiblesse du taux d'emploi en France, il faut comprendre que si la France avait le taux d'emploi de l'Allemagne ou le taux d'emploi du Royaume-Uni, il y aurait aujourd'hui 3 millions de plus de personnes en emploi en France. Donc vous voyez, c'est tout à fait considérable. Alors certains vont dire, oui, mais tant pis si le taux d'emploi est faible pour les personnes vivant en France et qui y sont nées, et il y a de toute façon chaque année des immigrants qui arrivent, et donc on va peut-être résoudre le problème grâce aux immigrants. Sauf que malheureusement, quand on regarde les taux d'emploi par origine géographique, le taux d'emploi des immigrants est plus faible que le taux d'emploi des natifs de France, et le taux de chômage des immigrants est le double de la moyenne nationale. Donc ce n'est pas la solution, et bien entendu, cette question dans l'avenir risque d'être encore compliquée dans la mesure où, si les choses évoluent ainsi, on va avoir un jour, comme en Allemagne dès aujourd'hui, une population active qui diminuera. Mais bien entendu, on a une marge, et la marge est d'améliorer le taux d'emploi. Deuxième doigt de la main, ce sont les compétences recherchées. On le voit aussi dans l'enquête, les entreprises nous disent qu'il y a une inadaptation, elles ont besoin de compétences
professionnelles et aussi des compétences comportementales. Quel est votre regard là-dessus ? Mon regard là-dessus, il est lié en fait à ce que j'ai dit sur le premier doigt de la main, c'est-à-dire que la France et les entreprises que vous êtes ont une énorme difficulté liée à un phénomène majeur qu'on refuse de citer qui s'appelle l'illettrisme. C'est-à-dire que nous sommes un pays aujourd'hui, environ 20% des jeunes à la fin de l'école primaire ne savent pas véritablement lire un texte et le comprendre. J'en ai parlé à tous mes ministres de l'Éducation nationale. Il y en a même un que je ne citerai pas au moment de son départ qui m'a dit « Vous aviez raison, j'aurais dû donner priorité à l'illettrisme ». Et je constate que lors de sa dernière conférence de presse, notre ministre de l'Éducation nationale a parlé beaucoup de choses, mais au lieu d'insister sur cette question de l'illettrisme qui rend la vie difficile à tout le monde, puisque quand on a des consignes à donner à des collaborateurs, s'ils sont illettrés, ça rend les choses extrêmement difficiles. Et en outre, vous avez vu comme moi la semaine dernière, ce rapport de l'OCDE qui est absolument catastrophique pour la France, qui nous explique que 5% des diplômés de l'enseignement supérieur en France ont une connaissance linguistique en langue française du niveau d'un élève de 10 ans. Voilà. Bon, c'est pas moi qui l'écris, c'est l'OCDE, oui. Et l'OCDE dit c'est parce qu'on a baissé les exigences à tous les niveaux. Donc, le problème, il est très simple, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une éducation nationale qui arrête de vouloir s'occuper de tout, mais qui se fasse des priorités, et la priorité, parce que quelle entreprise pourrait durer si elle avait 20% de rebut à la sortie de sa production? Or, malheureusement, c'est ce qui se passe dans l'éducation nationale. Le deuxième point qu'il faut citer, c'est la question de la formation professionnelle. Là aussi, nous avons des lourdeurs extrêmement fortes en France, qui fait que les programmes de formation professionnelle s'adaptent beaucoup trop lentement aux évolutions technologiques. Et là encore, il y a bien sûr des améliorations qualitatives à apporter. Je vous entends beaucoup réagir dans la salle. Posez vos questions, même si c'est juste des commentaires sur le QR code, comme ça on en parlera avec le professeur. On passe au troisième doigt de la main. Dans l'inadaptation, on peut aussi parler d'inadaptation géographique. Je voudrais que vous écoutiez ce que quelqu'un a dit dans un atelier interrogé par BVA. Vous savez qu'on a interrogé beaucoup de monde dans les ateliers. Alors c'était dans le secteur de la coiffure, dans la région Pays de la Loire. Cette personne dit, alors moi je suis sur 4 départements, donc je vois bien que selon les endroits, on n'a pas les mêmes problématiques sur l'emploi. On sait que le taux de chômage sur la Loire-Atlantique et sur la Vendée, eh bien, c'est très faible. Donc le recrutement, c'est juste une catastrophe. J'ai même dû déposer le bilan de certains centres de coiffure parce que je n'avais pas de coiffeuse. Ça pose donc le problème de la localisation des employés par rapport à l'offre et la demande ? Alors, la localisation des employés est rendue de plus en plus difficile pour 2 raisons. La première, elle est facile à mettre en évidence de façon objective, c'est la mauvaise évolution de la construction de logements en France. Donc la difficulté en fait pour les jeunes de trouver un logement. Et le second problème plus complexe, c'est la question des services publics. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge, et j'ai interrogé beaucoup de personnes dans la région dont vous parlez des Pays de la Loire, notamment en Vendée, en Maine-et-Loire, et beaucoup de jeunes disent « Oui, mais est-ce que les services publics de la commune dans laquelle je vais travailler vont être maintenus? Est-ce qu'on ne va pas fermer une maternité de plus, fermer un hôpital de proximité de plus, fermer des classes d'école et des écoles en plus, etc. » Or, il faut bien constater que toutes ces dernières années, l'État a procédé à une sorte de déménagement du territoire, c'est-à-dire de fermeture des services publics dans l'ensemble dans la grande majorité des territoires ruraux, au profit des métropoles qui ont des avantages financiers que n'ont pas ces territoires. Et donc, ceci se traduit par insatisfaction des populations et par une crainte des populations qui n'aient plus des services normaux là où ils pourraient s'installer. Donc ça, c'est une difficulté absolument essentielle à laquelle s'ajoutent bien entendu, des nouvelles lois qui ne tiennent pas compte des diversités territoriales. Moi, je veux parler notamment de la loi qui institue le zéro artificialisation nette, qui est un objectif globalement souhaitable, bien entendu, mais dans la mesure où c'est un objectif qui est comme le complexe de Procus, c'est-à-dire qu'il faut appliquer à tous les territoires, quels qu'ils soient exactement de la même façon, bon, il suffit de
puisque vous avez cité la Vendée dans votre question, il suffit de rappeler que si cette loi avait existé il y a 40 ans, la Vendée, aujourd'hui, aurait un taux de chômage très élevé, parce qu'elle n'aurait pas pu se développer. Ouais. On vous a remis le QR code, là, si vous voulez flasher pour poser des questions. On passe au 4e doigt de la main. C'est en France, on a les normes et les chiffres, ça, il n'y a pas de doute. Vous voulez nous parler des effets de seuil? Oui, effectivement, dans ce baromètre, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il a mis en évidence des différences de réponse significatives sur la taille des entreprises. Et manifestement, on a l'impression que les entreprises qui ont le plus de personnel dans ce baromètre ont des réponses moins négatives, je dirais, ou plus positives que les entreprises qui ont moins de personnel. Tout ceci, à mon avis, entre quand même dans une certaine idéologie qui a été déployée toutes ces dernières décennies, qui laissait penser que l'avenir de la France était exclusivement dans ces grandes entreprises. Je vous rappelle que, par exemple, dans les années 70 ou 80, le nombre de discours disant « mais dans 30 ans, il n'y aura que 2 banques en France » ou il n'y aura que 2 entreprises dans tel ou tel secteur. C'est-à-dire qu'on considérait que les PME et bien sûr les TPE n'avaient plus aucun avenir. Et vous rappelez peut-être ce livre qui avait été écrit, qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait « Les PME 100 ans de retard ». Bon, donc elles sont complètement ringardes, évidemment, elles vont toutes disparaître. Et puis, vous constatez aussi que médiatiquement, eh bien, les PME et les TPE, elles sont très, très, très peu présentes. On entend beaucoup parler des grandes entreprises, y compris quand elles ont des difficultés. Donc, quand Peugeot ferme Aulnay-sous-Bois, ça fait du bruit médiatique pendant des semaines et des semaines. Et on oublie qu'en fait, un tissu économique, c'est un tissu économique qui doit être diversifié en matière de taille d'entreprise, et que si les TPE et les PME n'existaient pas, d'ailleurs, le taux de chômage serait encore beaucoup plus élevé en France que ce qu'il est. Donc il y a, ne serait-ce d'ailleurs que dans notre système éducatif, à travers, par exemple, les enseignements de sciences économiques et sociales ou les enseignements d'histoire et de géographie, de mettre en évidence l'importance essentielle de l'existence d'une pyramide large des tailles d'entreprise et donc du rôle fondamental des TPE et des PME dans la dynamique économique. Et avant de passer aux actions et aux solutions que vous pourriez nous proposer, le 5e et dernier point, c'est le problème finalement de comportement face au travail. Alors effectivement, le comportement face au travail en France, d'abord, il est rendu difficile parce que j'ai évoqué tout à l'heure au sujet de l'illettrisme. Il est rendu difficile, et je n'apprendrai rien à personne, avec le développement de la société des écrans, avec certaines études qui considèrent que la durée de concentration maintenant serait réduite à 1 minute 30. J'espère que vous avez tenu un peu plus d'1 minute 30. Ils sont encore là, ils vous écoutent. Dans mon exposé. Voilà. Mais surtout, si vous voulez, le phénomène majeur que moi, j'ai constaté surtout dans mes comparaisons internationales, c'est-à-dire à travers mes étudiants étrangers, que ce soit à la Sorbonne ou à l'école de guerre, où ce sont des officiers, que ce soit dans mes conférences à l'étranger, c'est que la France a une grosse faiblesse, à mon sens, c'est qu'elle n'a pas le sens du travail en équipe. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est presque maladif, alors que, bien entendu, ce qui fait le succès, et tous les passionnés de football le savent, ce n'est pas la personnalité de tel ou tel joueur, c'est la capacité d'une équipe à travailler en équipe. Donc là, il y a un handicap français qui, marié, si vous voulez, avec malheureusement une rigueur qui a diminué avec cette société des écrans, fait que les problèmes de comportement au travail ne sont pas nécessairement satisfaisants. Alors voilà pour les 5 doigts de la main, voilà pour votre analyse. Moi j'ai envie de maintenant vous poser la question, comment est-ce qu'on doit, face à ça, réagir dans les entreprises? Quelles actions, quelles solutions on peut mener? Alors, il y a une première solution qui est très simple, mais je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord avec elle. Il suffit de se couper les doigts. Ah ben non. Oui, non. Si les offres d'emploi sont trop nombreuses, eh bien, il n'y a qu'à diminuer les offres d'emploi, donc il n'y a qu'à refuser de se battre chaque jour pour pérenniser son entreprise, pour la développer. Je ne pense pas que ce soit la solution souhaitable. Donc, bien au contraire, vous comprenez qu'il faut agir pour que les politiques publiques adaptent mieux
la population active, c'est-à-dire en fait les doigts du gant, à la main qui a besoin de ce gant. Et pour ceci, il me semble absolument essentiel que les responsables d'entreprise s'impliquent beaucoup plus en tant que citoyens dans la cité. C'est-à-dire que nous allons avoir, par exemple, des élections municipales. Il faut souhaiter qu'il y ait davantage d'élus, qu'il y ait une expérience d'entreprise. De même, quand je constate les conseils d'administration des établissements d'enseignement, je déplore souvent qu'il n'y ait pas assez de responsables d'entreprise dans ces conseils. Donc les entreprises sont des citoyens dans la cité, ce ne sont pas uniquement des organisations qui ont pour objectif d'arriver à un bénéfice pour ne pas disparaître, mais ce sont des citoyens dans la cité et qui, dans la mesure du possible, doivent s'impliquer davantage pour que la représentation de ceux qui décident comprenne mieux ce qu'est la réalité de la dynamique des entreprises. Alors, avant de prendre vos questions, pour terminer, vous êtes un spécialiste de la démographie. J'ai 2 questions à vous poser. Lorsqu'on parle démographie, vous le disiez, on parle des seniors et on parle des bébés, surtout, la natalité qui est en baisse. Tout d'abord, sur les seniors. Qu'en est-il de l'emploi des seniors, pas des seniors. Est-ce que leur formation est en adéquation avec le marché ? Alors, sur le premier point, c'est vrai qu'il y a eu une évolution considérable. Moi, je me rappelle, par exemple, de cette époque où des entreprises comme IBM mettaient en pré-retraite des ingénieurs à 53 ans. Je me souviens même d'avoir apostrophé la présidente d'IBM, puisque c'était une présidente à l'époque. Je lui disais, bon, qu'IBM mettre en pré-retraite à 53 ans certains de leurs cadres, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais si c'est le contribuable français qui paye une partie de cette pré-retraite, là, je ne suis plus d'accord. Or, malheureusement, comme vous le savez, c'était le cas. Donc, on est obligé, qu'on soit contre ou pour les réformes des retraites paramétriques qui ont été décidées toutes ces dernières années, donc depuis 1993, on est bien obligé de constater que le taux d'emploi des seniors s'est quand même amélioré. Alors, on n'est pas encore au niveau de la moyenne de l'Union européenne, on est encore à des niveaux beaucoup plus faibles que nos concurrents allemands, par exemple, mais il y a eu une amélioration dans ce domaine. Mais bien entendu, cette amélioration, elle suppose aussi des efforts de formation qui accompagnent cette amélioration du taux d'emploi des seniors. Dieu sait si j'ai vu des seniors m'expliquer dans le passé que puisqu'ils avaient 55 ans, ils n'avaient plus besoin de se former puisqu'ils allaient avoir très bientôt la retraite. Et à cet égard, moi je voudrais insister sur un point fondamental parce que lorsque j'étais recteur d'académie, j'ai conduit un certain nombre d'expériences en la matière et j'ai pu constater que lorsqu'il y avait des lieux de formation qui réunissaient à la fois des actifs en entreprise qui étaient donc en formation continue dans certains métiers et des jeunes en formation initiale, eh bien, ceci crée des synergies et des complémentarités entre les générations qui étaient profitables à tous. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je plaide toujours pour que les lycées professionnels deviennent des lycées de formation initiale et continue. Et je pense que ce serait profitable pour tout le monde. Rapidement, sur la natalité, je vais rappeler les chiffres. 663 000 bébés en 2024 en France, c'est le niveau le plus bas depuis 1971. Et la baisse est de 21% depuis 2010, qui était l'année du dernier pic des naissances. Est-ce que c'est un problème dans 20-25 ans, on va dire, pour les effectifs de la population active et pour les recrutements ? Alors effectivement, sur la question donc, de la baisse du nombre des naissances, la tendance est de dire qu'on a tout le temps d'attendre, puisque ça n'aura d'effet sur la population active que dans 20-25 ans. Bon, ça c'est une erreur absolument fondamentale. Parce que oui, c'est vrai, cela aura des effets sur la population active dans 20-25 ans. Mais en réalité, la dénatalité a des effets immédiats. Elle a des effets immédiats, d'abord tout simplement au niveau des familles, puisqu'en fait une famille qui attend un enfant ou un enfant supplémentaire, elle va modifier ses structures de consommation, elle va faire des efforts pour accueillir cet enfant, elle va éventuellement être motivée professionnellement pour avoir de meilleurs revenus, pour nourrir cet enfant et l'éduquer.
Et puis c'est vrai au niveau collectif, parce que la dénatalité, ça veut dire des manques de raisons d'investir, par exemple pour les communes. Et donc il faut comprendre que la dénatalité a des effets dès qu'elle se produit et pas seulement à moyen terme. Merci Gérard-François Dumont. Alors on va prendre des questions. Il y a beaucoup de questions, vos propos passionnent. Première question, justement sur la natalité. À défaut d'une relance de natalité, la solution à la question de l'emploi ne résiderait-elle pas dans une immigration choisie destinée à pallier les besoins spécifiques des entreprises ? Alors il est évident que l'immigration devrait être choisie. D'ailleurs, si on prend l'histoire, tous les grands régimes politiques qui ont souhaité faire venir des immigrés pour améliorer le dynamisme de leur économie ont fait une immigration choisie. Je vous rappelle simplement ce qu'a fait Colbert au XVIIe siècle, qui choisissait des artisans, etc., enfin des étrangers qui avaient des compétences. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France, comme je l'ai évoqué tout à l'heure à travers ces chiffres. Donc il est évident qu'il faudrait une immigration choisie. Une question remarque. La population vieillit, les seniors sont de futurs retraités, il y a moins de natalité, donc baisse du réservoir d'actifs. Est-ce annonciateur du plein emploi à l'horizon ? Eh bien, pas du tout, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tout ceci, ça entraîne une manque de raison d'investir. Et puis, en fait, nous avons un bon exemple, qui est celui du Japon, puisque le Japon a anticipé notre vieillissement et la dépopulation dans laquelle la France vient d'entrer. Et on voit que le Japon, je vous rappelle, dans les années 90, au début des années 90, c'était la sinomania. C'était la fameuse triade, vous savez, le monde allait être dominé par l'Union européenne, les États-Unis et le Japon. Je vous invite à lire tous ces livres du début des années 90. Sauf que ces livres avaient complètement oublié que le Japon avait, avant les autres, diminué sa fécondité, allait avant les autres voir sa population active vieillir et diminuer, et donc que les résultats économiques ne sont pas à la hauteur des espérances. Autre question, trop se professionnaliser ne risque-t-il pas de cantonner l'individu à une activité unique et de le renvoyer systématiquement à refaire des formations pour essayer de s'en extraire, justement ? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. D'abord, le premier élément, c'est que l'éventail de métiers n'a fait que s'élargir au fil du temps. Je le résume, si vous voulez, pardonnez-moi, par mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé une vie de dirigeant d'entreprise, avant d'être professeur d'université, c'était une époque où, quel que soit le collaborateur qui tombait malade, j'étais capable de le remplacer. Pas parce que j'étais doué, parce que les métiers étaient à cette époque, si vous voulez, relativement simples et qu'il n'y avait pas de diversité de métiers. Bon, ensuite, j'ai pu constater que tous mes collaborateurs étaient plus doués que moi, c'est-à-dire mon directeur financier était plus doué que moi en finance, mon directeur informatique plus doué que moi en informatique, etc., etc. Donc, le rôle d'un chef d'entreprise, c'était d'animer des gens qui étaient dans leur domaine plus compétents que soi. Alors, ces personnes-là, bien entendu, ils sont obligés de se former en permanence, parce que les technologies évoluent en permanence, parce que le contexte évolue en permanence, mais en même temps, bien sûr, ils ne seront capables de bien se former à des métiers précis que s'ils sont capables aussi d'une culture générale et d'une capacité à appréhender les choses et les événements de façon générale. Donc pour moi, il n'y a pas opposition, si vous voulez, entre un savoir-faire général et un savoir-faire hyper technique, mais au contraire, il y a complémentarité entre les deux, parce qu'effectivement, quelqu'un qui s'enferme dans sa technique n'est plus capable d'en montrer l'essentiel. Bon, ça me rappelle, si vous voulez, tous ces comptables qui m'ont souvent énervé, qui savent tenir une comptabilité, mais qui oublient tout simplement d'additionner les chiffres de la comptabilité. Et j'ai, pour finir, une remarque dans la salle, mais on vous entendra aussi. Aujourd'hui, les services de l'État écrivent les référentiels en nous expliquant notre métier, au lieu de nous demander ce dont nous avons besoin. Tant qu'on n'inversera pas les choses, tant que l'État ne sera pas en adéquation avec les besoins immédiats des entreprises, tant que nous perdrons du temps, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne peux que féliciter cette belle phrase tout à fait juste, et c'est notamment vrai
pour tous les diplômes de formation professionnelle et le contenu de ces diplômes. On a besoin des entreprises pour nous dire ce dont elles ont besoin. Eh bien, merci beaucoup, Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne. On vous applaudit. Merci beaucoup. Je précise qu'on va retrouver votre revue Population à venir dans le sac qui va vous être offert là, à la fin de cette journée. C'est un numéro spécial que vous avez fait sur l'économie. Votre micro. Non, effectivement, nous pensons notamment pour les activités locales que le développement de l'économie circulaire et des circuits courts est un élément tout à fait fondamental. Et c'est la raison pour laquelle il nous apparaît utile que vous preniez connaissance de ce dossier. Vous l'avez dans le sac à la sortie. Merci beaucoup, professeur, d'être venu. Vous pouvez partir par l'escalier là.